Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui, à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île. Lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Djalil. L'histoire de Djalil est bouleversante et incroyable. Il fallait bien 2 épisodes pour en saisir toute la force. Je vous propose de découvrir son témoignage en 2 parties. Voici la première. Bonjour Djalil. Bonjour Ingrid. Tu es né et as grandi en Iran dans les années 60-70. En 1977, 2 ans avant la révolution islamique, alors que tu as à peine 17 ans, tu arrives en France à Paris pour étudier et apprendre le français à la Sorbonne grâce à l'Alliance française. Tu es seul, ta famille est restée en Iran. Au-delà de la culture européenne, française et italienne notamment, tu vas y découvrir l'amour, un amour qui sera absolument décisif dans ta vie. Mais je ne vais pas en dire davantage pour te laisser le soin de raconter ton histoire, ta bouleversante histoire. Je précise juste à nos auditeurs que Porquerolles arrive beaucoup plus tard dans ta vie, en 2009 à peu près. Tu y vis aujourd'hui et travailles au restaurant Le Porquerolais. Mais pour commencer, Djalil, avant de nous raconter ton arrivée en France en 1977, est-ce que tu peux nous dire d'où tu es originaire en Iran et comment c'était de grandir en Iran dans les années 60-70, durant ces années qui précèdent la révolution islamique iranienne, une période qui correspond certainement à une restriction croissante des libertés individuelles. Bon, et si tu me permets... je veux dire que je suis perse, parce que depuis que ce gouvernement est installé, donc je n'utilise plus le mot d'Iran, je reviens sur mon racine, donc je suis perse. Je suis né à Téhéran et j'ai vécu avec mes parents pendant des années, Nous sommes 5 frères, on n'a pas de sœurs. Peut-être pour ça que j'aime toutes les femmes. Enfin, je ne sais pas. Donc, j'ai grandi bien sûr avec mes frères, mais tous mes enfances, je passais chez mes grands-parents qui habitaient à Tabriz, à 600 km de Téhéran, donc Azerbaïdjan, Tabriz. Donc, mon grand-père, c'était mon idole de mon enfance, qui est décédé à l'âge de 110 ans. Mais il a travaillé jusqu'à l'âge de 100 ans. Et il a fait fortune à Tabriz, parce qu'en fait, lui aussi était réfugié en Iran après le communisme de Russie. Il est arrivé de Bakou. Il a fait fortune dans le bazar avec les tissus. Et il a eu 13 enfants. Donc vous imaginez que j'avais beaucoup de cousins et cousines. Et tout l'été, j'étais avec mes cousins et mes cousines. Donc, on était une trentaine, qu'on mettait matelas et on dormait dans le jardin de ma grand-mère et mon grand-père. Et ma grand-mère, pendant 3 mois, il prenait soin de nous et jamais il a dit qu'il était fatigué. Et un jour, entre parenthèses, j'explique un petit truc. On a montré à ma grand-mère que, regarde ce qu'on apprend à l'école. Il nous a regardé, il a dit, mais chérie, je ne sais pas lire et écrire. Donc, avec mes cousins et ma cousine, on a décidé d'apprendre, écrire et lire à ma grand-mère. Et au bout de 2 ans, ma grand-mère, elle savait écrire et lire. Magnifique. Et quand elle est décédée, ma grand-mère, on a ouvert une chambre qui était dédiée à elle. C'est elle seule qui pouvait entrer et sortir. Et on a découvert des cahiers qu'elle écrivait tous les jours, tout ce qu'elle préparait à ses petits-enfants, qui étaient malades, qui toussaient, qui a mangé, qui n'a pas mangé. Tous les jours, elle écrivait son journal. Son journal. Donc, voilà, j'ai passé toute mon enfance avec eux. Aujourd'hui, je peux dire que même des fois, je suis à Porquerolles aujourd'hui. Devant le restaurant où je travaille, il y a un grand arbre, eucalyptus, magnifique. À 1h du matin, des fois, je m'assois et j'écoute les bruits de la feuille d'eucalyptus. Avec le vent, des fois, on entend cette parfum, cette odeur-là.
Eh bien, je peux vous dire que je ne suis plus à Porquerolles, je suis chez mes grands-parents. Donc, j'ai un pensée très fort à eux parce que c'était des gens très, très importants de ma vie. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis? Ils m'ont appris, la première chose qu'ils m'ont appris, d'être tel que tu es. Et bien sûr, évidemment, la politesse, le respect. Le respect, le respect, et chez mes grands-parents, c'était quelque chose de très, très important. Mm-hmm. Ça veut dire que tous les gens qui étaient 1 an, 2 ans, même je devais respecter mon frère qui était plus jeune que moi. Quand il venait, par exemple, entrer dans la chambre, il fallait que je me lève. Un signe de respect. Bonjour. Mm-hmm. Je restais pas assis. Donc, ils m'ont appris ça. Ils m'ont appris la courtoisie, le partage. Et qu'on peut arriver à tout ce qu'on veut dans la vie. Mais simplement, il faut avoir le courage et vouloir de le faire. Mm-hmm. Ça, j'ai appris de mon grand-père. T'es le combienième de ta fratrie? Enfin, on est 5. Oui. Donc, le plus grand, il est pratiquement 12 ans plus que moi. Ok. Après notre frère que j'ai aux États-Unis, il est 10 ans, 5 ans. Et après moi, il y en a un autre qui est 4 ans moins que moi. D'accord, donc tu es le 4e. Oui. Oui, ok. Moi, je suis 4e. Ok. Sinon, tu as grandi à Téhéran. Oui, alors, j'ai grandi à Téhéran. Donc, mon père, il a travaillé pendant des années dans le bazar aussi. Mm-hmm. C'était quelqu'un de business. Et à un moment donné, il raconte quelqu'un, et puis il rentre c'était quelqu'un qui était très intelligent. Il rentre dans le business, dans le pétrole. Oui. Et puis il progresse énormément. Et il s'occupait des compagnies de pétrolières en Iran. Il devient directeur d'une très grande compagnie. Et au fur et à mesure, il développe. Donc j'ai grandi dans une famille assez aisée. Mm-hmm. Oui, aisée, c'est ça. Et je travaillais très très bien à l'école. Mm-hmm. J'avais de très très bonnes notes. Et un jour, j'avais 14 ans. Mon père était fan de la France. Il adorait la France. Pourquoi, tu sais ou pas? Écoute, honnêtement, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je le sais ou je ne le sais pas, mais je crois qu'il était attiré par l'histoire de la France, en fait. D'accord. Il était fou de Victor Hugo, il était fou de l'histoire de Bonaparte, un petit bonhomme comme ça, qui a acquis le monde et comme ça. Donc, il adorait cette histoire-là. Et moi, quand j'avais 14 ans, un jour, j'arrive de l'école, et mon père me dit qu'il m'a acheté des livres français, et traduits en persan. Mm-hmm. Je dis ok, alors je descends, évidemment je trouve Émile Zola, je trouve Dumas et Victor Hugo. Et puis je lis, et puis je monte, je dis à mon père, il me dit alors les livres, je dis je suis amoureux de Victor Hugo. Toi aussi. Oui, il me dit non, je dis oui. Je lus Misérable. Oui. Et je dis, mais c'est pas possible d'être comme ça, quoi. Il me dit, donc, ça passait, il était content, moi aussi d'ailleurs. Ça passait 1 an après, il me dit qu'il a acheté des cassettes. Mm-hmm. Et puis il me découvre, j'écoute les cassettes, c'était difficile à écouter, mais j'écoutais, c'était Piaf, Brassens, okay. Brel. Oui. Et puis là aussi, et il y a un choc. Brel, et ça me restait vraiment au fond de moi jusqu'à aujourd'hui, c'est Ne me quittez pas. Mm. Et On n'a qu'à l'amour. Donc, ces 2 chansons de Brel il m'accompagnait toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça aussi, ça passait. Et puis, un jour, il vient me dit, alors, la France, je dis, c'est incroyable, j'adore, quoi. Il me dit, bon, tu vas en France. Donc là, tu as 17 ans. Là, j'ai 17 ans, il m'emmène en France parce que j'étais un très, très bon élève en Iran. Et mon père, quand il m'emmène en France, comme il travaillait dans le pétrole, et il savait très bien que le pétrole, un jour ou l'autre, ça va finir, il m'emmène en France pour faire les études de biochimie. Alors,
Au-delà de votre amour respectif pour la France, on ne peut pas occulter le contexte politique de l'époque. Comment vous avez ressenti la restriction des libertés individuelles à ce moment-là Donc, en 77, déjà, il y avait encore le Shah d'Iran. Et donc, mon père, quand il m'emmenait ici, donc, il m'emmenait pour faire les études. Et en 79, donc, moi, je faisais mes études. Et bon, j'ai réussi à apprendre la langue française à l'Censier, Sorbonne et Alliance française. Et ensuite, je suis entré à la fac, faire la biochimie, énergie solaire. Mais il t'emmène en France pas pour t'extraire du milieu... Non, pas du parce tout. qu'il y a la liberté en Iran. À l'époque, tout va bien. Ok. Tout va bien. À l'époque, c'était très bien. Donc, comme il avait les moyens de faire, et donc il le fait. J'habite dans un quartier, bon, je dirais pas où c'est, mais un quartier très chic et tout ça. Donc, oui, c'est pour toi, parce qu'il sent qu'il y a un vrai élan pour la France. Ok. Et puis, je suis très heureux. Et ça arrive 79. Et je regarde la télé et je vois Imam Khomeini qui est réfugié en France, à Neufeld-le-Château. Et la France a donné réfugié. Et je vois que Khomeini parle très très mal du Shah. Donc j'appelle mon père. Et mon père me dit, je t'ai déjà dit qu'en France, pour faire les études, ni politique, ni quoi, c'est ton travail, c'est les études et le sport. Donc il te protège à ce moment-là. Toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui moi, je sens qu'il y a quelque chose. Oui, parce qu'en fait, pour les auditeurs, en fait, en octobre 78, l'ayatollah Khomeini se réfugie en France, les Yvelines, après 14 années d'exil en Irak et en Turquie, si je ne me trompe pas. Il restera 4 mois jusqu'au 1er février 1979, donc dans les Yvelines. C'est ça. Et il rentre en 79 à Téhéran, donc le Shah était déjà parti. Et quand il rentre, donc, bien sûr, c'est la révolution islamique par le Khomeini. Et là, ma vie bascule. Ta vie bascule. Alors, on va faire un petit retour arrière avant d'arriver à cette date de 1979, si tu veux bien, pour que tu nous racontes quand même cette arrivée en France. Comment tu vis cette arrivée? Qu'est-ce que tu découvres? Et surtout, qui tu rencontres? Quand j'arrive à Paris, j'arrive à Orly. Et donc, je ne connais pas du tout la culture européenne, malgré des livres ou des cassettes que j'écoutais, tout ça, mais je connais pas la culture, je ne connais pas la tradition, je ne connais rien. Quand j'arrive à Orly, et je regardais, par exemple, les gens qui traversaient la porte, ça s'ouvrait, ça se fermait, et je disais, mais comment ça se fait qu'une porte, ça s'ouvre, ça se ferme? Et moi, je cherchais le poignet. Donc, pour vous donner un exemple, je cherchais le poignet. Les portes automatiques. Les portes automatiques. Et moi, j'étais loin, et puis j'ai 17 ans, même pas. Je suis de loin, avec mes costumes 3 pièces. Je dis, mais ça, comment ça s'ouvre cette porte? Et je cherche le poignet désespérément. Et je comprends que nous, en marchant tout seul, ça s'ouvre. Et la galère, c'était pas fini, parce qu'en face, il y avait l'escalateur. Électrique, des marches qui montent tout seul et descendent tout seul. Et là aussi, je dis, mais comment je fais? Comment je monte sur ce truc-là? Donc, pour te donner une petite image, après, bon, bien sûr, la langue française, c'est une langue très, très difficile. Tu arrives, est-ce que tu parles un petit peu? Non, je parle un peu anglais, plus ou moins, et tout ça. Donc, bon, par rapport à Maison d'Iran, et puis l'ambassade d'Iran à l'époque, et les connaissances que mon père qu'il avait les bras très, très longs et tout ça, donc il a pu m'installer en France et tout ça. Bon, ça, c'est notre histoire. Mais c'était dur, c'était très difficile parce que j'allais acheter des dentifrices de fraises. Oui. Je croyais que c'était confiture de fraises. Je me disais, oui, mais des choses comme ça m'est arrivé très souvent. J'arrivais à la caisse, on me demandait 40 francs et 65 centimes à l'époque. Je comprenais rien. Et je donnais toujours des billets. Pour être sûr. Pour être sûr que j'ai payé. Et puis, à un moment donné, je me trouvais dans la maison plein de pièces. Alors, je prenais toutes les pièces dans un poche. J'allais faire les courses. Et je me mettais dans un petit coin.
j'ai calculé et quand j'arrivais, je vidais toutes les pièces devant la caissière. Comme ça, bon, voilà, pour te dire deux choses. Après, bon, quand j'étais allé à l'Alliance française, ma prof, c'était une Italienne qui avait 24 ans. Et moi, j'avais 17. Et donc, je découvre l'amour. Donc, ça veut dire que moi, je le sens que je suis en train de tomber amoureux d'elle. De ta professeure. C'était ta professeure de français? Oui. Une Italienne. Oui. Et j'ai dit, mais c'était nouveau pour moi. Et j'ai dit, je suis en train de tomber amoureux. Mais entre-temps, je suis en train de découvrir aussi Paris. Moi, j'avais un petit coin pour moi, tranquille à Paris. C'était en bas de Notre-Dame. Un petit... vous descendez d'escalier, de Seine, et puis vous trouvez un petit arbre tranquille avec un banc. C'était mon coin préféré parce que j'adorais le soir aller là-bas, m'asseoir là-bas, et bien regarder tous les bateaux-mouches qui passaient avec toutes ces lumières qui éclairaient tous les jolis immeubles de la France, enfin Paris. Et ma tristesse parce que j'étais jeune et je pleurais parce que ma mère, mon père, mes frères me manquaient. Et je comprenais rien à ce qui se passe. C'était horrible comme sensation. Mais j'étais content d'être à Paris et voir tous ces jolies choses. Et je voulais partager aussi avec mes frères, oui. Mais je ne pouvais rien faire. Et j'étais triste parce que malgré que j'apprenais la langue française, métro était compliqué pour aller trouver où je me suis perdu combien de fois dans les stations de métro, hallucinant. Et puis, j'aimais pas monter dans le métro quand il y avait trop de monde qui sont serrés, qui sont collés parce qu'on te touche, tout ça. J'aimais pas ça. Alors, je préférais marcher. Donc, des fois, je marchais pendant des heures à Paris. Et puis, ça me permettait aussi en même temps de découvrir Paris, de connaître. Donc, des sentiments mêlés, en fait. Oui. À la fois le bonheur d'être là, de découvrir un monde, mais assez difficile, parce que avec des codes différents, loin de ta famille. Et ma famille qui me manque. Oui. Et ma famille qui me manque tout le soir. J'appelle à l'époque, on appelait ça PCV. Ça veut dire que tu appelais, mais c'est l'autre côté qui paye le téléphone. Mais tout le soir, j'appelais ma mère. J'appelais, je dis non, je ne veux pas rester ici. Je pleurais, je dis je ne veux pas rester ici. C'est trop dur. Et ma mère me calmait. Non, tu vas voir, tu vas être heureux. Ça, c'est les moments difficiles. Donc, j'avais une mère extraordinaire. Vraiment, pour moi, c'est une dame exceptionnelle de ma vie. Donc, c'est quelqu'un que je pense tout le temps. Mais je sais qu'elle est là, je sais qu'elle me surveille parce que j'ai eu beaucoup de problèmes et dégâts dans ma vie, mais j'étais toujours protégé parce que je savais très bien que ma mère était toujours là. L'amour que j'avais pour elle est éternel. Il sera bien jamais... Ça sera... Mais certainement que tu lui manquais aussi et qu'elle la prenait sur elle, sûrement. Oui, parce qu'en fait, comme je t'avais dit, on était 5 frères. Moi, j'étais 4e, mais j'étais un peu... Je travaillais très, très bien à l'école, mais j'étais aussi un fou. Un fou et ma mère, elle adorait ça. Elle disait qu'il n'est pas comme les autres, il est fou, il aime bien toujours embêter des personnes, il aime bien rigoler, il aime bien s'amuser, il aime bien jouer. Donc, en même temps que je travaillais beaucoup, bien, et puis j'étais aussi un garçon, un petit voyou, qui allait sonner les portes les voisins, et puis il courait. Avec mes cousins, par exemple. Donc, il y avait de la fantaisie, quoi. Oui, voilà. Et ma mère, il est différent. Donc, je reviens à Paris. Donc... Alors, Carla. Elle s'appelait Carla. Oui, Carla, voilà. Ta professeure. Et un jour, je lui dis, est-ce que je peux vous inviter à dîner chez moi? Elle me dit, oui, bien sûr. Donc, elle vient chez moi. Elle aussi, elle tombe amoureuse de moi. Et notre amour, ça commence comme ça, ensemble, à Paris. Donc, ça, c'est en 16 avril 78, exactement. Cette date. Qu'il faut retenir, 16 avril 78. Donc, c'est bien.
je découvre Italie, Oui. parce que je voyage beaucoup Italie. Elle t'emmène là-bas? Elle m'amène là-bas, elle me fait connaître sa mère, elle habite à Padova. Donc, elle me découvre l'Italie et je commence à tomber amoureux de ce pays, de ce peuple. Et donc, elle me découvre Venise, Florence, Milan, enfin, tout le nord d'Italie. Et après, on descend vers le sud. Et Bologne, Florence, Rome, Sperlonga, c'est une île aussi comme Porquerolles, magnifique lieu. Et donc, elle me découvre la culture italienne, la cuisine italienne et tout ce que j'aime. Et le peuple italien, ça ressemble, je sens un petit peu le même sentiment que le peuple perse. Ah, pourquoi? La gaieté, la joie de vivre. Ils sont toujours contents, ils sont toujours heureux de vivre, ils parlent fort, ils sont là, ils sont accueillants, ils sont chaleureux. Et ça, j'aimais bien. Donc, je suis avec Donc, tu tombes sous le charme et de Carla et de l'Italie. Ah oui, je suis heureux. Ouais. Là, je suis heureux. Et puis, j'ai une mère. Ouais. La mère de Carla. La mère de Carla, Qui se pour moi, substitue un petit peu à... la mère de cœur. Oui, d'accord. Donc, elle est tellement gentille avec moi. Donc, je me sens protégé par l'amour et par la mère de Carla. Donc, je suis bien. Je suis très, très bien. Et puis, je viens en France. Je suis content. Carla qui vient me voir et tout ça. Ça va, tout va bien. Et donc, le 1er février 1979. On y revient. Khomeini rentre en Iran, la révolution islamique, et puis bon, ils attaquent. Je vais passer très vite parce que j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Ils attaquent la maison, et puis bon, mon père est prisonnier et par ce régime, et avec mon grand frère. Donc, moi, j'habite à Paris. Et T'as des nouvelles quand même? j'appelle, et on me dit non, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Je dis, mais c'est pas possible chaque fois. Et puis moi, ici, en France, à Paris, je regarde la télé et je vois tout ce qui se passe à Téhéran. Je vois des images. Je m'inquiète de plus en plus. Donc... Mais tu as ta mère ou pas au téléphone? Oui, c'est ma mère qui a dit, bon, elle n'est pas là, il n'est pas là. Ah, c'est ta mère qui t'a dit. Mais je commence à m'inquiéter et puis bon, je continue. Et puis en février... J'ai des vacances à l'université et je sens dire à personne, parce que je suis très très inquiet. Et je me fais un petit valise et puis je dis aussi à mon ami Carla que je pars en Iran. Et Elle connaît la situation évidemment. oui, bien sûr, bien sûr. J'ai dit je pars pour 15 jours. Et elle me dit oui, bien sûr. Je dis bon, et je pars. Et j'arrive et puis... On est en février 79? Oui. Et j'arrive et dès que je vois ma mère, eux, ils n'attendaient pas à me voir. Donc, j'arrive par surprise, en fait. D'accord, tu les avais pas prévenus. Je dis à personne, je suis arrivé comme ça. Ils t'auraient dissuadé de venir? Mais c'est moi qui ai fait bêtise, parce que si je les appelais, jamais ils vont me dire de venir. C'est moi qui ai fait ça. Donc, dès que je vois ma mère, j'ai tout compris. Parce qu'une femme qui était toujours très élégante, très chic, toujours prendre soin d'elle-même, et qui t'envoyait des bonheurs, de la joie, de douceur, et tout ce que pour moi, tout ce qu'une femme, quand je dis une femme, c'est, voilà, moi je vois comme ça une femme, la douceur, la gentillesse, la tendresse, et puis tous les espoirs qu'il te donne pour vivre, tout ça, elle avait tout ça, et puis j'ai vu tout ça, tout fané. Tout s'était évanoui. Tout est fané. J'ai dit, mais pourquoi on n'a pas arrosé ma rose? Ça, c'était vraiment la première chose que j'ai dit dans ma tête. Et puis, après, j'ai compris l'histoire que papa et mon frère, mon grand frère, mon père était décédé sous la torture.
par le régime. Et mon grand frère, il est devenu handicapé sur une feuille roulante. Qu'aujourd'hui, je pense qu'il valait mieux qu'il meure, qu'il vit aujourd'hui ce qu'il est en train de vivre. Il ne parle pas, il ne mange pas. Il est sur une feuille roulante, c'est un être vivant mais mort, soit dans l'âme, soit dans le corps. Donc, il valait mieux qu'il parte aussi que vivre ce qu'il est en train de vivre. Voilà, ça c'était ça, mais après, ma mère, elle m'a poussé pour revenir en France, pour reprendre mes études. Elle veut que tu repartes. Oui, je repars. Et puis bon, moi j'étais venu aussi pour 15 jours. Et je ne voulais pas laisser ma mère tout seule. Aussi. Tu as un moyen de joindre Carla à ce moment-là ou pas? Non. Pendant ces périodes-là, je n'avais pas contact avec Carla, aucun contact. Et ça s'est passé très très vite en fait. Et ma mère, elle me pousse pour revenir en France. Donc, il faut que tu pars. Et puis, au fond, je n'avais pas envie de non plus laisser ma mère tout seule. Après, je savais très bien qu'il y a mes études, mon appartement, Carla qui m'attend aussi l'autre côté. T'es tiraillé. Voilà, tout à fait. Et j'ai dit OK. Donc, je prends mon passeport et puis j'achète un billet pour venir en France. Et là, on me dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas quitter l'Iran. Je dis, comment ça, je ne peux pas quitter l'Iran? Il me dit, votre passeport, c'est l'ancien passeport de régime, pas à la vie. Le Shah d'Iran. Il faut un nouveau passeport islamique. Du régime islamique. Wow. Et j'ai dit, comment je peux avoir ça? Et il faut que vous fassiez 2 ans de service militaire. Et au bout de 2 ans, vous demandez votre passeport. OK. Comment tu accueilles cette nouvelle? Mais je suis calme. Je dis, OK, on ne me laisse pas partir. Je suis triste pour ne pas venir en France, mais je suis content parce que je veux rester avec ma mère. Donc, c'est un sentiment très, très bizarre que j'ai. Mais bon, je prends cool. Donc, je viens, je dis à maman, on ne me laisse pas partir parce que on dirait que le monde, alors vraiment le monde entier est tombé sur la tête de ma mère. Quand j'annonce ça, il se fondre. Elle commence vraiment à la fondre. Elle dit non, c'est pas possible. Je dis non, voilà, il faut que je fasse le cimetière. Et je vois que... Tu as moyen de prévenir Carla, là, ou pas? Et là, je commence à écrire. OK. Je commence à écrire à Carla. Parce que le téléphone, c'était impossible parce que ça passait pas. On ne pouvait pas téléphoner à l'étranger à l'époque. Donc, tout était bloqué. Donc, j'écrivais, mais mes lettres, ils ne sont jamais sorties d'Iran. Et toutes les lettres qu'elle m'a envoyées, ils ne sont jamais entrées en Iran. Tout était bloqué. Donc, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, j'ai compris que Carla, c'était fini. Aucun moyen de la contacter? Non, j'avais aucun moyen de l'appeler. Donc, je le sentais que c'était fini. Et puis, j'avais mon occupation de ma mère, que je voyais qu'elle était mal, jour après jour. Et un jour, avec la souffrance, avec toutes les douleurs qu'il a supportées par rapport à son mari, mon grand frère, aujourd'hui, moi. Donc, elle s'est laissée vraiment aller. Donc, elle est décédée aussi quelques peu de temps après. Et tes 3 autres frères? Pardon? Tes 3 autres frères à cette époque? Mes autres frères, ils sont déjà à l'étranger tous. Ils sont partis aux États-Unis, oui. Okay. Donc, ils ne sont pas là. Donc, j'ai 19 ans. Je me trouve perdu avec mes parents. Et je n'ai plus rien en Europe, en France. Ni les études, ni... Et là, je pars à... En Iran, vous avez des maisons, des cafés. C'est une tradition que vous allez dans ces cafés. Vous fumez opium. Tu m'as parlé, oui, d'une petite maison d'opium, voilà. C'est ça. Donc, je me réfugie là-bas. Et de matin jusqu'à le soir, je fume opium. On peut dire que tu étais un petit peu perdu à cette époque. Oui. Et puis, ça ne m'intéresse plus de réfléchir, penser. Donc, je fumais opium
Et je lisais Omar Khayyam. Et je lisais Hafez. Ils sont des grands, ce que je vous dis, Omar Khayyam et Hafez, ils sont des grands poètes personnes. Et donc, et puis, moi aussi, j'écrivais. Déjà, à l'époque, j'écrivais, et donc je faisais des poésies. Déjà, je parlais d'amour. Tout ce que je le sentais, que j'avais envie de dire, que je ne peux pas dire et le faire parce que je ne le voyais pas personne en face de moi. Donc, je la mets tout ça sur un cahier. Donc, la lecture et l'écriture, c'est un peu ce qui te sauve. Voilà, l'écriture, il me sauve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, si tu permets, Ingrid, aujourd'hui, si des amis qui nous écoutent, si vous avez des soucis, des problèmes, écrivez. Écrire, c'est une guérison. Quelque part, c'est une guérison, vous guérissez. Il y a personne à vous juger. Votre stylo intime, c'est votre cahier intime, c'est votre stylo. Et puis voilà. Donc, vous écrivez tranquillement, et voilà. Donc, ça m'a aidé, et un jour, j'en avais marre. Donc, cette situation-là, de matin jusqu'au le soir, être ailleurs, de ne pas voir réalité, je prends décision d'aller à service militaire, m'inscrire au service militaire. D'autant que c'est l'époque, je crois, où ça coïncide avec le début la du guerre conflit. Iran-Irak. Exactement. Donc, c'est en 1980. Et je m'inscris, et puis moi, dans ma tête, je pensais en m'inscrivant, j'habite à Téhéran, je vais rester à Téhéran, donc... Tu n'as que 20 ans, là. Hein. Oui, même pas. Même pas. Et j'ai dit... Moi, honnêtement, je pensais que je restais à Téhéran, et puis voilà, malgré que la guerre, on savait très bien, parce que la guerre était déjà éclatée, même Téhéran, on entendait des agirs de bombardement, donc il fallait qu'on aille se cacher dans des caves, des trucs comme ça. Donc on attendait le bombardement, que ça tombait loin, tu entendais le bruit et tout ça, mais malgré tout ça, tu avais déjà peur, parce que bon, la bombe, il peut aussi tomber sur ta maison. Donc, mais tu attendais, et puis le lendemain, on voyait que tout le monde allait voir où c'était bombardé et tout ça. Et donc, moi, je me dis, je reste à Téhéran. Et non, on m'habille, on me donne des habits, je m'habille dans un jeep, direction sud d'Iran, la guerre avec l'Irak. Et là... T'es envoyé au front, en fait. Je suis envoyé à la frontière avec l'Irak. Voilà. Donc, dans un trou de... je sais pas, une profondeur de 3-4 mètres. Et on est là-dedans, et puis avec 6 autres personnes, je sais rien du tout, moi, de tirer, je sais pas utiliser on te donne tout de suite un truc, on te dit, voilà, tu appuies sur ça, et puis voilà, il n'y a aucune formation, il n'y a aucun truc, parce qu'il faut simplement de faire la guerre, et puis, je commence déjà je commence à me sentir très très mal. Donc j'ai très peur. J'ai terriblement peur. De matin, le soir, je tremble, j'ai froid. Et c'est horrible. Et puis le lendemain, nettoyer et tout ça, c'était bon. C'était très difficile jusqu'à le moment, un jour, il y a des bus qui arrivent. Et 3e mois, et je suis là. J'ai de la chance d'être encore vivant. Honnêtement, j'ai de la chance. Et je pense que je suis toujours, comme je viens de dire tout à l'heure, je suis protégé par ma mère. Ça, je le croyais. Donc, un jour, il y a des bus, je ne sais pas, une quinzaine de bus, vingtaine de bus, je ne me rappelle pas. Ils arrivent. Et je vois des enfants qui descendent, des enfants de 10 à 13, 14 ans. Ils sont tous habillés en blanc. Longue chemise, très très longue, blanc, avec un collier sur le cou. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et je prends un des gamins et je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, on va à la guerre. Je dis, mais n'importe quoi, comment vous faites la guerre? Il me dit, regarde. Il me montre son collier. Sur ce collier, il y avait un clé.
Il me dit, c'est Imam Khomeini qui nous a donné. C'est les clés des paradis. En fait, ils ont utilisé tous ces gosses pour déminer le chemin. Les gosses, ils avançaient, ils sautaient, un par un. Et toi, tu avançais. Et ça, quand j'ai vu, c'était la fin. C'était la fin. C'était la pire horreur possible. Et le lendemain, j'ai vomi, je tremblais, j'étais pas moi. Donc, j'ai dit, il faut absolument que je prenne on m'a donné une autorisation de 3 jours pour venir voir ma famille. Donc, je suis tout de suite parti. On t'a autorisé parce que tu étais si mal, c'est oui, ça? Oui. Ben, j'étais aussi un peu malade parce que je vomissais. On m'a dit, on va l'envoyer à Téhéran. Donc, on m'a envoyé à Téhéran, je suis venu. Et de là, je suis allé voir ma famille, mes tantes, mes cousins. Et en Iran, j'ai dit en Iran parce que c'est ce régime-là. Hein. Après, je vous ai déjà dit que je suis perse, je ne suis pas iranien. Je parle d'Iran d'aujourd'hui. Donc, en Iran, c'est un coutume, quand tu vas voir ta famille, quand tu pars, ils te donnent l'argent. D'accord. Et puis, je me fais un peu d'argent dans ma poche, et puis j'avais 3 jours de permission, et puis je dis, je repars à la guerre, parce qu'il fallait que je fasse 2 ans. Et j'avais fait que 3 mois. Et j'arrive, une des plus belles villes du monde, c'est Ispahan. Mm-hmm. J'arrive à Ispahan, et je suis assis dans un café, boire un thé, et le bus à côté, pendant une demi-heure. Et là, le bus, il nous appelle monter pour redescendre à la gare. Je ne monte pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dans ma tête, ça passe que je me dis, si je retourne, il me reste encore pratiquement 21 mois de la guerre, je vais mourir. Cette guerre a donné beaucoup de morts. Hein. Mm-hmm. Donc, je dis, je vais mourir. Alors, pourquoi tu ne te donnes pas une chance de te sauver en clandestin? Mm-hmm. Si on te chope, on te tue aussi, mais au moins, tu as une ouverture. Mm-hmm. Tu peux te sauver. Et j'ai pris cette décision-là. Donc, au lieu de descendre vers l'Irak, je suis descendu vers Pakistan. Comment, là, tu descends? Je descends en bus jusqu'à la frontière. Ok. Et là, je raconte... Tu prenais des risques, là, déjà, ou pas? Ah oui, beaucoup. Parce que tu étais habillé parce que quand j'arrive là-bas, on ne voit pas mon nom d'arrivée à descendre dans le bus. Et donc... Oui, potentiellement, on peut te chercher. Oui, on peut me chercher. Et puis, tu es habillé en militaire, à l'époque? Ah, oui, je suis en militaire. Ouais. Donc, j'arrive à cette région-là, Sistan et Baloutchistan, juste à la frontière de Pakistan. Là, bien évidemment, je me change et puis je raconte un passeur. Mm-hmm. Parce que ces gens-là, ils savent très bien pourquoi tu es là. Hein. Leur travail, c'est ça, faire passer les gens. Mm-hmm. À l'époque, c'était ça. Donc, on me fait habiller en balouchi. Balouchi, ça veut dire une chemise très, très longue jusqu'au genou, avec un pantalon dessus, un gilet et des trucs sur la tête, comme on appelle ça, comme un foulard, mais tu tournes autour de ta tête. Oui. Et donc, tu deviens balouchi. C'est quoi un balouchi? Balouchi, c'est la tradition de cette région. D'accord. Qui sont habillés tous comme ça. D'accord. Qui mangent par terre, qui travaillent tous dans le champ ils sont tous des paysans, en fait. Mm-hmm, d'accord. Et ils vivent comme ça, mais ils vivent avec une harmonie très, très conviviale, très familiale, mais des gens très, très aussi en même temps dangereux parce qu'ils sont toujours agressifs, ces gens-là. Malgré tous les gentillesses qu'ils peuvent avoir, mais dès qu'il y a un petit truc, on te propose par exemple manger, tout ça, tu dis non, j'ai plus faim, il prend mal. Donc c'est bizarre
Donc, je suis avec eux et bon, le passeur, il me dit, bon, je vais te faire traverser la frontière. Tu lui expliques ta situation? Oui, bien sûr, Ouais. il est au courant Il est déjà, au courant, oui, bien sûr. ouais. Donc, il me fait traverser. Donc, il m'explique que, bon, on fait bien sûr, on change le passeport. Enfin, on change pas le passeport. On trafique le passeport et on change les dates. On met le tampon. Enfin, c'est un passeport qui est faux, quoi. Ok. Donc. Il te fait traverser la frontière pakistanaise. Oui. Alors, il m'explique que la traversée, c'est pas facile. Que je risque aussi ma vie. Parce qu'on peut te choper parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de contrôle sur la frontière. En plus déjà, on part en clandestin, mais en même temps, tu es déserteur. Donc, ça veut dire qu'on te chope, on est mort. On est mort tous les deux sur place. Il me prévient. Votre objectif, c'est de rejoindre quel endroit? Pakistan, enfin, Karachi. Karachi, Oui. ok. Bon. C'est un chemin, si tu veux faire tranquillement et normalement, en 7h, 8h, tu es en Karachi. De la frontière. De la frontière. Ouais, ok. En voiture, tu passes et 8h, allez, 10h maximum, tu es en Karachi. Avec grosse prise de risque. Ouais. Et je dis, bon, ok. Eh bien, je viens te dire, ça dure 10 heures. La traversée, enfin, passer le douane. Le mien, ça dure 9 mois. Pas 10 heures, ça dure 9 mois. Pourquoi? Parce que nous étions déjà dans le désert. Dans le désert, c'est très, très, très difficile à marcher. Et puis, dans la journée, il fait une chaleur, pas possible. Oui, parce qu'on comprenne bien, vous n'avez pas pris la voiture. Ah non, on est à pied. Vous êtes à pied. Ah oui, on est à pied, on doit traverser. Bon, c'était prévenu, il m'avait tout prévenu, mon passeur. Donc, on était à pied et on marchait le matin jusqu'à la nuit, tomber la nuit dans le désert, c'est tôt. Là, vous marchez en direction de la frontière avec l'Afghanistan, c'est ça? Afghanistan, parce qu'on est obligé de tourner la montagne d'Afghanistan pour retomber à Pakistan. C'est pour que les auditeurs comprennent bien ton périple. Mais moi, je me mets juste à leur place. Tu fais bien. Parce que, en effet, tu aurais pu tracer directement de la frontière entre l'Iran et le Pakistan jusqu'à Karachi, mais là, tu dois remonter. Afghanistan. Jusqu'en Afghanistan. Ouais. Et puis, redescend à Pakistan par Afghanistan. Exactement. Donc, on marche et puis, comme je viens de te dire, il fait chaud la journée, le soir, la nuit, ça caille, c'est froid. Et puis, la nuit, ça tombe très tôt dans le désert. Et quand tu n'as pas la lune et tu n'as pas d'étoiles, des fois ça arrive, tu vois absolument rien. C'est noir total. Donc, on creusait le sable, on se cachait dans le sable la nuit, parce que le seul coin qui était chaud, c'était sous le sable. Parce que la journée, il faisait quoi comme température? Ça montait à 50, 55, 60 des fois même. Ça tapait très, très fort. C'était hallucinant. Donc, tu ne pouvais pas marcher très vite. Enfin, tu marchais 5 minutes et tu n'en pouvais plus déjà. Avec les chaleurs, Mais c'est pour ça aussi ça dure 9 mois. Hein, donc, on n'a pas marché trop vite. Donc, en fait, on monte, on arrive. Mais dans l'état d'âme que je suis, et tout ça, pour moi, c'est indifférent. Ça veut dire que la mort, je le vois chaque seconde devant mes yeux. Parce que quand tu te passes, tu le vois, les voitures des révolutions de Khomeini qui passent la nuit juste à côté de ta tête parce que tu es caché dans le sable avec un sac de poubelle sur ta tête pour respirer. Donc, et puis, la guerre, je reviens sur la guerre parce que je me disais, si je retournais à la guerre, je pouvais mourir aussi. Donc, aujourd'hui, pour moi, la mort n'avait aucune importance. Si je mourais, c'était comme ça. Mm-hmm. Donc, j'ai accepté mourir parce qu'il y avait
il n'y avait rien d'intéressant de ma vie. Je veux dire, j'avais perdu tout ce que j'aimais, quoi. Donc tu parles d'indifférence. En fait, là, tu te retrouves en plein désert dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire extrêmement chaud la journée, froid la nuit. Très, 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 tu trembles. La nuit, tu trembles, le matin, tu transpires. Mais c'est... À aucun moment, tu n'as envie de renoncer. Oui, non, jamais. Non, Jamais, parce que je me suis toujours dit, et mon passé, c'est passé, et demain, pourquoi pas. Ça, c'était mon truc qui était traîné toujours dans ma tête. Donc, j'ai toujours cru quelque part. Et puis, j'avais la force d'amour et l'amour aide beaucoup. Dans des moments comme ça, l'amour que tu peux avoir pour ta famille, ta mère, penser à ces gens-là, forts et tout ça, ils t'aident. Ils t'aident pour t'en sortir. Ils t'aident à avancer. Et ça, je l'avais en moi. Je savais que j'avais en moi des moments difficiles quand je fermais mes yeux, que je pensais à mes frères, à ma grand-mère, à mon grand-père, et à mes cousins. Donc, tu citais cette chanson de Brel, quand on n'a que l'amour. Quand on n'a que l'amour, voilà. Donc, tout ça, moi, je crois à ça. Je crois profondément à ça, que l'amour aide beaucoup pour avancer dans la vie. Et donc, on est monté, donc je reviens sur le désert, donc on est monté jusqu'à Afghanistan, et puis on n'a pas eu chance, parce que à l'époque, il y avait commando Massoud qui faisait la guerre avec la Russie. Ouais. Et les talibans. J'ai dit, mais c'est pas possible, je ne veux pas quitter ça pour avoir ça. Mais, dans ma tête, direction Pakistan. Il faut qu'on arrive à Pakistan. Donc, on reste quelques temps là-bas. C'était très, très difficile parce que les Talibanais et tout ça, c'est des gens sauvages. Voilà. Pour dire que des fois, les animaux, ils sont mieux que ces gens-là. Parce que je crois que j'ai vu un des pires peuples du monde, c'est des Talibanais. Ces gens-là qui respectent rien du tout, que c'est atroce. Bon, je veux même pas entrer là-dedans parce que c'est le regard qu'ils ont sur les femmes, mais c'est hallucinant parce que nous ici en Europe, on voit des images comme c'est par là, par talibans et tout ça, mais quand tu le vois en face, mais c'est même pas, c'est pire qu'un animal. C'est des gens ils ont aucune. Ils savent pas parler, ils savent pas manger, ils ont aucune éducation, enfin, bon, je passe. Mais pour te dire, comment un Talibanais qui a 65 ans, peut avoir une femme à 12 ans. Oui. Rien que ça. C'est horrible. Alors, moi, je peux pas accepter. Et puis, mais quand tu vois ça, tu dis, il faut être fort. Il faut passer, il faut traverser, il faut pas rester sourd. Parce que ces moments-là, et ces moments précis. Vous cachez là. Ah oui, mais ces moments précis de ma vie que je voulais faire une révolution dans le Taliban. Je veux dire que je voulais entrer et puis massacrer tout le monde. Parce que je voyais des choses que c'était inacceptable, quoi. C'était un moment très, très difficile mentalement. Mais comment tu les vois ? Parce que là, vous traversez le désert, vous vous cachez, tu m'as expliqué. Oui. Est-ce que tu peux raconter ces nuits que tu passes ? Parce que tu as dit on creusait dans le sol. Voilà. Et comment vous faisiez pour dormir ? Alors la nuit, comme il fait très froid, le coin le plus chaud, c'est au-dessus du sable. Donc pour ça, il fallait creuser, on s'était mis debout, on rentrait. Et on laissait simplement la tête qui était dehors. Et sur la tête, on mettait un sac poubelle noir avec 2 trous, 2 dans des yeux, 2 trous dans le nez pour respirer. Et tu restais dormir comme ça la nuit. Et tu voyais la voiture qui passait, la voiture de Jeep ou Range Rover du gouvernement Khomeini qui passait. Ils surveillaient le désert pour voir s'ils chopent des clandestins pour tuer, pour s'amuser, parce que pour eux, c'est une sortie de boîte de nuit, quoi. Choper des gens tués et se régaler, ces gens-là, voilà. Ils ont fait un samedi soir dans la boîte de nuit en sortant et tuant les gens.
On dormait comme ça, et le lendemain, on prenait notre chemin, on partait. On avait des stockages d'oignons crus et de pain sec et de l'eau. Et on mangeait que ça. Que vous aviez... On avait un stockage, et puis de temps en temps, mon pasteur, il me laissait sur place. Lui, il connaissait le désert par cœur. Mm-hmm. Il allait chercher dans des petits villages, dans des petites maisons à côté, enfin, même pas maison, je ne sais pas comment on appelle en français. Et donc, il allait chercher de l'eau, des oignons, du pain, et puis il renouvelait le stockage. Parce qu'il faut connaître le désert, hein. Le désert, si tu ne connais pas. Et lui, c'était Laurence d'Arabie Saoudite, hein, donc il connaissait son désert par cœur, et il savait, on dirait qu'il avait des trucs dans sa tête, à gauche, à droite. Je suis sûr qu'il s'est planté plusieurs fois, mais il ne m'a jamais dit. Il m'a dit toujours par là, mais je suis sûr qu'il s'est planté. Mais parce que lui aussi, il fait avec toi ce périple. Il fallait qu'il passe aussi, lui? Oui, non. Lui, c'est son métier. Ça veut dire que moi, je paye qu'il me fasse passer de l'autre côté. C'est son travail. Il gagne l'argent comme ça. Et pour ça, il était prêt à y passer 9 mois et risquer sa vie. Il risquait sa vie. Mais il gagnait beaucoup d'argent. Hein. Donc, mais toi, tu pouvais lui garantir de lui faire gagner beaucoup d'argent? J'avais déjà payé. Tu payes en avance. Tu payais en avance. Tu payes une grande partie en avance. Okay. Et à la sortie, une fois que tu es de l'autre côté de douane, tu payes le reste. D'accord. Donc, d'où l'importance, tu nous parlais de cette coutume où ta famille t'a donné de l'argent. L'argent, heureusement. C'est ça qui m'a aidé, c'est ça aussi qui m'a mis dans ma tête pour partir, pour quitter Iran. Donc, on a passé Afghanistan, et donc tout c'était... je passe vite fait parce que c'est trop long. Et après, on arrive à Islamabad, et il me dit, il fait très tard, il fait très nuit, il me dit non. On arrive dans un coin que vraiment, on pouvait passer vraiment tout juste, quoi. Il m'a dit, ils ont bloqué la route, n'était pas comme ça, on est coincé, Il m'a dit, écoute, on va dormir là, et demain, je trouverai une autre solution. Mais là, on est coincé. La route est bloquée, on peut rien faire. Je dis, non. Il m'a dit, mais écoute, on voit rien du tout, c'est la nuit, on dort. Donc, on dort. Et le matin, je me lève. Écoutez, je me lève le matin et je vois à 20 mètres, 20, 30 mètres maximum, je vois le drapeau d'Iran en face de moi. Oh. Je donne un coup comme ça à mon passeur. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais regarde le drapeau. On est coincés, ils sont là. Il rigole, il me dit, on est de l'autre côté Il savait déjà la nuit qu'on a déjà passé. Oh. C'est comment le chemin qu'il dit que c'est bloqué, c'est l'autre côté fond. Je dis non, il me dit oui, on est de l'autre côté. Là-bas, il a dit maintenant tu peux monter en haut et les insulter, tu fais tout ce que tu veux, ils peuvent rien faire. Mais attends, il savait avant que vous dormiez. Mais pourquoi il t'a fait croire? Je ne sais pas, pour me faire peur ou pour me dire, bon, il va dormir la nuit, quand il va se lever, il va voir le drapeau, parce que la nuit, tu ne vois rien. Mais oui. Et la nuit, quand il va se lever, il va dire, oh, le drapeau. Et bon, il se donnait un petit plaisir comme ça, c'était génial. Et moi, je suis monté je vois le drapeau, je vois les soldats iraniens, enfin, les soldats, les barbus de Khomeini, les gardiens qui sont là. Et de loin, je commence à faire des gestes insultes, des gestes, je les insulte, j'ai dit tout ce que j'avais, je criais, tout ça. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ah non. Parce que après avoir marché aussi longtemps, donc c'est une liberté, quoi. C'était un cri. Liberté. Non, c'est pas encore liberté, parce que je sais qu'il y a encore des étapes. Des étapes qui m'attendent. C'est pas fini encore. Mais j'étais déjà content qu'on était là. Donc on continue le chemin. On arrive à Islamabad, c'est à Pakistan. Vous deviez quand même être assez affaibli. Oui, on a bassi, mais bon, une fois qu'on avait passé, on a trouvé des voitures, des trucs comme ça, pour arriver à Islamabad. Islamabad, on a pu se loger. Il était bien organisé, mon pasteur, mais enfin, c'était son travail, donc il savait où il allait. Il n'arrêtait pas de donner des bakhchiches à tout le monde pour faire passer. Il connaissait très, très bien son métier.
Donc, j'ai dit, il connaissait parce que il y a des années en arrière, j'ai appris que il s'est fait choper et puis ils l'ont tué. C'est Donc, juste sur ton passeur. Il a un prénom ou tu peux pas donner son prénom? Son prénom, c'est Ali Reza. Ok. Son prénom, c'est Ali Reza. Et en termes de personnalité, parce que tu as passé 9 mois avec lui, est-ce que c'était quoi? Un fou. Un fou? Un fou complet, qu'il avait peur de rien. Il avait peur de rien parce qu'il croyait toujours ce qu'il fait. Et puis il a toujours dit que je vais réussir. Mais il t'a aidé quand même. Et il m'a beaucoup. Ah oui. Enfin, je veux dire, ah oui. Spirituellement, quoi. Même mentalement, Oui. il m'a toujours soutenu qu'on va arriver. Ne t'inquiète pas, je connais le chemin. Ici, je sais où il y a le feu rouge. Je dis, mais quel feu rouge? Il me dit, c'est une façon de parler. Dans le désert, il n'y a pas de feu rouge. Il me dit, mais je connais le feu rouge, je connais le feu. Mais c'était quelqu'un. Aussi, il y avait beaucoup d'humour, qu'il aimait bien rigoler, il aimait bien. Donc, on arrive à Islamabad. À Islamabad, bon, on fait encore nos papiers et tout ça. Et pour aller à Karachi. Et à Karachi, j'arrive à Karachi. Donc, on est à Karachi. Là, on est bien. Et là, il me dit, écoute, la seule pays, là, je te parle de août. Mais c'était, je ne sais pas quelle journée, mais c'est au courant du mois d'août. Il me dit, oui. 1900, on est en quelle année là qu'on se remette bien? Là, on a 82. 82. Okay. Mais, non, c'est pas en août, c'est vers octobre. On est en octobre. Il me dit, voilà, le seul pays en Europe qui a les Iraniens, ils n'ont pas besoin de visa, c'est l'Espagne. Il me dit, tous les autres pays, il faut avoir les visas. Espagne, ils ne demandent pas le visa. Il me dit donc, on va te prendre un billet d'avion et tu vas en Espagne. J'ai dit, ok. Donc, on achète le billet d'avion et il me dit, il y a un souci. Les visas de séjour qu'on avait à Pakistan, la délai était déjà passée. Mm-hmm. Donc, on n'a pas pu renouveler. Il me dit, ce que tu vas faire, tu vas mettre un billet de $100 dans ton passeport et te donne au monsieur contrôle de... Là, mais tu t'imagines les risques quand même? C'est qui tout double. Là. Oui, mais tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me fait? Ça se trouve, le mec, il va appeler la police, ils vont m'embarquer, quoi. Et il me dit, tu fais comme ça. Mais tranquillement, très tranquille, très sûr de lui. Et puis, je fais comme ça. Et le mec, il regarde mon passeport, il voit le billet, hop, il me met un tampon, il me donne le passeport, et je passe. Wow. De loin, je fais un coucou à lui, il était là-bas, il me fait comme ça. Donc, j'arrive en Espagne, à Madrid. Et là, bon, je suis à Madrid et je trouve un petit hôtel pour me reposer. Et je me suis dit, bon, je suis pas encore tranquille. J'ai dit, je vais au consulat de la France pour la visa. Je me présente et on me fait un accueil terrible. Donc, à l'époque, les Iraniens, en 82, c'était pas du tout bienvenu en France. Ils étaient tous considérés comme des terrorisme. Ils avaient raison parce que une grande partie, c'était des Iraniens qui ont fait des attentats. C'était le régime islamique, ils ont fait attentats à Paris et tout ça. Ils avaient raison de penser comme ça, mais bon, après, on ne pouvait pas mettre tout le monde dans le même sac, quoi. Donc, on m'a refusé de le visa. Je suis à la consulat d'Italie. Et Italie, ils me donnent des visas touristiques de 3 mois. Alors, j'ai dit, hop, c'est très bien. Et là... Tu penses à Carla? Je pense, mais il y a un mais. Et j'ai dit, bon, je prends un billet d'un train de Madrid à Venise. Et je me suis dit, une fois que je suis à Venise, donc je connaissais déjà, j'ai dit, je prendrai le train, j'irai à Padoue, je le ferai surprise. Dans ma tête, c'est ça. Oui. Donc, on prend le train, Madrid, j'arrive
J'arrive à la douane de la France, et il est très tard la nuit, c'est un samedi, la nuit de vendredi à samedi, et 3 heures du matin, le train, ça s'arrête, et la police française qui monte dans le train. Et je dis, mais moi je pars en vélo, qu'est-ce que c'est la police française dans le train? Et là, la police, il me dit, monsieur, votre passeport. Je donne mon passeport, il me dit, vous descendez. Il fallait un visa de transit. Ouais. Ah là là. Et j'ai pas de visa de transit. Donc, il me fallait visa de transit. Il me dit, vous descendez, vous n'avez pas de visa de transit. Je dis, mais écoutez, monsieur, je vais. Il me dit, non. Il vous faut un visa de transit. Oh là là. Donc, retour à Madrid avec la police. Et là, tu es toujours pas abattu? Non, on est un samedi matin dans une sorte de hôtel. Ouais. Je suis avec des drogués, avec des voyous, je ne sais pas, mais bon, sur contrôle de police, bien sûr. C'est un samedi, la police il me met dans une chambre, il me dit, voilà, c'est ta chambre, c'est un petit lavabo avec un petit lit. Et il me dit, voilà, tu as le droit de passer 2 coups de fil. On est samedi. Et si lundi matin, tu n'as pas trouvé solution, on te met dans l'avion, tu retournes dans ton pays. En Iran. En Iran. Je dis non. Pas tout ça pour ça. Je dis, ça fait déjà 9 mois qui est passé, quoi. Je dis non, c'est pas possible, Donc je suis resté dans la chambre, je suis allongé sur mon lit, et donc on a 82. Ça fait pratiquement 3 ans que j'ai quitté Europe, et j'ai plus de nouvelles de Carla depuis 3 ans. Je ne sais pas, je sais rien du tout, et j'ai rien. Et puis j'ai dit, la seule personne qui peut me sauver, c'est elle. J'ai dit, mais comment je peux trouver, quoi? Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là aujourd'hui, donc c'était compliqué. Je suis sur le lit. Alors, je dis, c'était quoi son numéro de téléphone? C'était quoi son numéro de téléphone que j'ai appelé tout le temps? Je vais te répéter, je t'ai déjà dit, mais je te répète que les gens le savent aussi. À un moment donné, j'ai un flash dans la tête, c'est 0039 Italie, 49 Padova, 66. C'est son numéro de téléphone. Wow. Ça revient. Je descends, j'appelle. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Elle est là. Parce qu'elle peut être absente. Bien sûr. Elle peut être... C'était pas les portables. Oui, elle peut être ailleurs. C'est un téléphone fixe. Ah, quand même. Je dis, écoute, je ne peux pas te parler. Et je ne peux pas te parler. C'est la vie et la mort. Tu m'envoies un billet d'avion. Je suis à Madrid. Et il me dit, ok. Qu'est-ce que je dis, je ne peux pas te parler. Ok. Elle me dit, écoute, on est 10h du soir. C'est un samedi soir. Tous les agences sont fermés. Je peux le faire que lundi matin. Je dis, non, lundi c'est trop tard. Il faut le faire maintenant. Il me dit, je ne peux pas. Les agences, elles sont fermées. Je dis, accroche, on va réfléchir. Il accroche, et puis 10 minutes après, je l'appelle. Il me dit, oui, je dis, écoute, j'ai trouvé solution. Parce que où elle habite, à Padova, à Venise, c'est 30 km. À l'aéroport de Venise. J'ai dit, tu vas à l'aéroport de Venise, à l'Italie, même la nuit, ils sont ouverts. Il me dit, ah oui, c'est vrai, j'y vais. Incroyable. C'est... Ah oui, mais j'y vais. Oui. Elle y va, et puis elle m'appelle, et elle me confirme qu'elle a envoyé le billet d'avion, et que je peux aller chercher au guichet à l'Italia, à Madrid, à l'aéroport de Madrid. Donc elle te fait envoyer un billet par l'aéroport, par l'aéroport. J'ai dit, ok, alors le matin, je me lève. Bon. Je descends, la police. J'ai dit, j'en vais. Il m'a dit, vous pouvez m'accompagner à l'aéroport? Il m'a dit, pas de problème. Il m'accompagne à l'aéroport.
on va à l'Italie toujours accompagné de police. Je donne mon nom, on me donne mon billet d'avion. Oui, vous avez votre billet d'avion. On me donne mon billet. Le police, ils me disent, OK. Ils vérifient mon billet. Ouais. Ils voient que je pars en Italie. Ils me laissent tranquille, ils s'en vont. Et je suis à l'aéroport, j'attends mon avion. Et tout d'un coup, j'attends mon nom qu'on me demande Au guichet. me présenter aux polices. Oh. J'ai dit, bon, de toute façon, si je passe la douane, ils vont me choper. Puisqu'ils m'ont demandé, ils vont voir mon nom, mais autant qu'à faire, je vais faire moi-même, quoi. Je vais voir la police de l'aéroport. J'ai dit, oui, on m'a appelé. Mais là, dans ta tête, tu te dis... Ah oui, moi, dans ma tête, je dis, oui, c'est fini. Dans ma tête, je dis, c'est fini. Il me dit, mais oui, on vous appelait. Vous avez oublié votre passeport sur le comptoir de Alitalia. Oh là là. mais je suis très gentleman. Je dis merci beaucoup. Je garde toujours mon calme. Je suis toujours calme, toujours vraiment très zen. Merci beaucoup, très poli. Je prends mon passeport, je passe. J'arrive, je monte dans l'avion, avion d'école, j'arrive à Venise. Et je vois Carla en face de moi. Juste, Jalil, qu'on s'arrête 2 minutes, parce que là, tu viens de vivre... Bon, on peut même pas parler de montagne russe émotionnelle. Enfin, je veux dire, t'as vécu des mois épouvantables. Oui. Là, tu te dis, je touche presque le but et on va me renvoyer en Iran. C'est ça. Tu me dis, je garde mon calme. Encore une fois, qu'est-ce qui te tient, quoi ? C'est toujours cette confiance, cet amour au fond de toi ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que mon grand-père, je pense que je tenais à mon grand-père parce que quand il a quitté son pays, qu'il s'est venu réfugier en Iran, qu'il a commencé avec des travails, vraiment des petits travails, tout ça, qu'après il s'est créé une fortune colossale, énorme. Donc, je pense que, comme je dis au début de notre entretien, je dis que mon grand-père, c'était mon idole. Mm-hmm. Donc, un modèle, quoi. Un modèle. Il a toujours cru, il a toujours dit, tout est possible. Mm-hmm. Il faut la volonté. Tout le temps, c'était sa phrase. C'était ça, il faut le faire. Et ça t'a animé. Et ça m'a toujours resté en moi, ce truc-là. Il faut arriver, mais bon. Mais ces moments-là, comme je t'ai dit, je m'en foutais de tout ce qui s'est passé, quoi. J'ai dit, on me chope, on m'arrête, on me tue, on me torture, je m'en fous, quoi. Je veux dire, j'essaie de m'en sortir, c'est tout ce que je sais. Donc, j'arrive à Venise, et je vois Carla en face de moi, et je vois sa tête en train de tourner à gauche, à droite, qu'il me cherche. Moi, j'ai un manteau pourri de l'armée, que je l'ai gardé avec moi, avec mon habit de Baluchi. Un robe blanche longue. J'ai les cheveux vachement longs. J'ai la barbe longue. Je suis sale. Très, très sale même. Et puis, je vois qu'il tourne la tête, il me cherche. Et moi, je m'approche près d'elle. Et puis, il me regarde, il tourne la tête. Elle ne me connaît pas. Elle me connaît toujours pas. Elle te reconnaît pas? Non, pas du tout. Oh là là. J'ai dit, Carla, c'est moi. Il tourne et il dit, mon Dieu. J'ai dit, on y va? On s'embrasse même pas, parce que je suis très sale. Je suis très sale et puis je suis pas bien. Je dis, on y va. Et puis on part, on dit, oui, on y va. Et puis sans arrêt, elle me regardait. Elle me regardait, mes mains, je vois qu'elle cherche un truc pour savoir si vraiment c'est moi, parce qu'elle ne me connaît pas. Je vois qu'elle ne me connaît pas. À un moment donné, elle me dit, attends. Il me dit, attends, 2 minutes, s'il te plaît. Il cache tout mon visage. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, 2 secondes. Avant de monter dans la voiture, je dis, on monte dans la voiture, s'il te plaît. Il me dit, non, il faut que je sois quelque chose. Il cache tout mon visage. Il laisse que mes yeux. Il me dit, oui, c'est toi. Waouh.
Oui, c'est beau. Il me dit, oui, c'est toi. Elle avait besoin de ça. Il me dit, c'est toi. Allez, monte. On monte, on sort de l'aéroport. Oui. On est sur l'autoroute, dans la voiture, sur la route. Et là, Ingrid, j'explose. C'est là que j'explose. Je commence dans la voiture pleurer, très très fort. Mais j'ai 20 ans. Oui. Je pleure, et puis je vomis. Je vomis, je pleure, je vomis. La pauvre, à côté de moi, elle comprend rien ce qui se passe. Elle ne sait pas ce qui se passe. Donc, elle est là, elle est en panique. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je dis, avec mes mains, je fais comme ça. Donc, oui, tu lui dis d'avancer. Oui, d'avancer. Je dis... Tu peux pas parler. Et moi, je pleure, je vomis. J'arrive plus à parler. Quand je bois, je suis comme ça. Je suis en train d'étouffer. À un moment, elle se prend panique. Elle se met à côté. Elle me dit, allez, descends. Je descends. Et puis, je vomis encore. Et puis, elle avait des bouteilles d'eau dans sa voiture. Elle lave mon visage et tout ça. Elle me dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais écoute, et sa mère, je t'ai dit que sa mère, pour moi, c'était comme... Ta mère de cœur. Ouais. Elle me dit, mais fais attention avec ma mère, hein, quand on arrive à la maison, elle est tellement agitée déjà de te voir et tout ça. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. J'ai dit oui. Donc là, Djali, je dis rien. Tu as encore rien raconté de tout? Non, j'ai rien dit. J'ai simplement que on arrive chez sa mère et dès que je vois sa mère, j'oublie que j'étais sale, j'oublie que je tombe dans les bras de sa mère. Elle pleure, je pleure. Elle pleure, je pleure. Tous les deux. Je tombe dans ses bras et je vais... Carla me dit, écoute, viens. Donc, il me fait couler un bain. Je prends un bain. Son père était décédé. Donc, il me donne des vêtements de son père. Donc, il me dit, tous ces trucs-là que tu as, je jette à la poubelle. Donc, il balance tous mes vêtements. Donc, il me coupe les cheveux. Il me coupe ma barbe. Il me coupe tout ça. Il me dit, voilà. Il me regarde, il me dit, mais là, c'est toi. Il m'a dit, là, je te connais, c'est toi. Tu n'as plus de barbe, tu n'as plus rien. Tu es propre, tu as les cheveux courts. Et je viens dans le salon et sa mère me dit, ah oui. Et tu veux un thé? J'ai dit, oui, je veux un thé. Et là, je commence à raconter tout ce que je viens de te dire. Pendant pratiquement... On a commencé, je crois, pendant 7 heures, 8 heures, je racontais mon histoire avec des moments difficiles que je pleurais, que j'étais triste, et je voyais deux dames en face de moi, sa mère et sa fille. Je parle et je vois que c'est elles qui pleurent. Tous les deux, ils sont en larmes. Et là, quand c'est fini, on s'embrasse tous les trois. Et écoute, ces moments précis, quand je les embrasse, tous les trois, on se serrait tous les trois, c'est là, je me suis dit, je suis libre. À ce moment-là, je dis, je suis libre. Parce que je me sens protégé maintenant. Mm-hmm. Et il y avait Carla qui était derrière moi et sa mère. Je dis, il peut plus rien t'arriver. Il peut me rien arriver. Je suis protégé, je suis en sécurité par ces 2 femmes. Encore une fois, des femmes. Encore une fois, des femmes, oui. Moi, j'étais toujours protégé par les femmes. Et là aussi, encore une fois de plus, je me suis dit, voilà, je trouve une famille et mon amour de passé, mais je ne sais pas que Carla, il est avec quelqu'un depuis 6 mois. Il m'a attendu pendant 2 ans et demi, mais ça faisait 6 mois qu'il était avec quelqu'un à nouveau. Qu'est-ce qu'elle a pensé, Carla, pendant cette absence où elle avait aucune nouvelle de toi? Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle avait pensé? Non, elle m'a dit qu'elle m'a écrit beaucoup, oui. Comme moi j'ai écrit beaucoup, parce que c'est là qu'on s'est aperçu qu'on s'écrit beaucoup, qu'elle n'a jamais reçu, et moi j'ai jamais. C'est là que je me suis reçu que tout
tout était Parce bloqué. que tout était bloqué. Mais oui. donc, elle m'a dit, j'ai attendu 2 ans et demi. Mais elle a pensé qu'il t'était arrivé quelque Mais- chose. Non, Non. mais elle m'a dit, bon, que je suis rentré en Iran, que je suis resté là-bas, c'était... Non, et puis la situation d'Iran, il voyait à la télé, il voyait que c'était compliqué, que ça lui faisait la peine de voir toutes ces images-là. Mm. Et non, après, quand je raconte l'histoire, il me dit, je pensais jamais ça, quoi. Oh là là. Tout ce qui s'est arrivé, je pensais jamais. Je dis oui. Donc, j'ai 20 ans, et puis, elle m'explique sa vie que pendant 2 ans et demi, il m'a attendu. Maintenant, ça fait 6 mois qu'il avait quelqu'un. Comment tu Et- reçois cette nouvelle? Comment tu reçois cette J'étais nouvelle? très malheureux. J'étais malheureux parce que tout ce trajet aussi que j'avais fait aussi quelque part pour elle, Oui, dans ma tête. Mm. Je disais, c'était mon premier amour en fait. bien sûr. Donc j'ai fait aussi pour elle. Et après je disais, bon, je suis en Europe, je suis chez elle. Et elle me donne à manger, elle me donne parce que j'ai pas d'argent, hein, j'ai rien, donc j'ai absolument rien. Je dis, elle me prend, je ne peux pas être, je dois accepter avec plus de courtoisie en plus, parce que en fait, je ne pouvais pas m'absenter pendant 2 ans et demi, et journellement je suis là. Oui, mais enfin, après ce qui t'arrive, tu as encore cette force d'esprit Oui, pour, oui, pour ah oui. penser à sa place. Ah oui, 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 oui. Je dis, il faut que je fasse tout pour quitter l'Italie pour arriver en France. Donc, Donc sa tu mère, acceptes la situation. oui, sa mère, elle me donne un coup de main terrible pour faire tous mes papiers. Mhm. Et avec toutes ses connaissances qu'il avait et tout ça, on arrive à trouver un visa de 3 mois touristique Mhm. pour que j'arrive à Paris. Et je suis contente, et puis je suis contente, et je suis pas contente parce que bon, je laisse encore une fois de plus. Et Carla, je pars encore une fois de plus. Mais bon, je je dis que si elle est heureuse, pour moi, c'est important qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien et tout ça. Donc, avec ça, je pars d'Italie, j'arrive à Paris, et à Paris, bon, je suis logé chez des gens, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Donc, j'ai 3 mois devant moi. Donc, je travaille en clandestin, un peu à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et un jour, je donnais des publicités devant le porte de Versailles. Et salon de prêt-à-porter, des flyers comme ça, des publicités, et une femme qui s'arrête et me dit, vous voulez me voir lundi dans ma boutique, dans mon bureau? Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, je me présente, lundi, dans son bureau, et la directrice groupe Infinitif à l'époque. Ah oui, oui. Donc, Donc on était a une marque de prêt-à-porter. Une oui. marque de prêt-à-porter 423. Il me dit, tu sais, à l'époque, j'étais un beau garçon. Hein. Mais tu es toujours Non, un beau j'étais un beau garçon, donc je ne fumais pas, je ne buvais pas. Et donc, il me fait des photos et il me dit, est-ce que ça vous intéresse de travailler comme mannequin chez nous? Donc, je commence chez elle comme mannequin. Et après, je pars. Je reste 3 mois chez elle. Enfin, je travaille pour elle, 3 mois. Après, je pars travailler pour Francesco Smalto, des costumes smoking italiens. Fabuleux. Après, je travaille quelques mois plus tard, je travaille pour Kenzo. Mhm. Et un jour, bon, je gagne beaucoup d'argent. Donc, j'ai fait... Entre-temps, ben, je me suis fait choper dans le métro par la police et pour tout ça encore. Ça, c'est une histoire que, bon, je passe. Entre-temps, je me suis marié avec une Française parce qu'il fallait que je me marie pour avoir mes papiers. Parce que j'avais demandé réfugié politique. Réfugié politique, on m'avait refusé parce que j'étais déserteur. Mhm. Et quand tu es déserteur dans la Convention de Genève, tu es un traître.
Donc, on ne peut pas te donner réfugié politique. Donc, j'avais aucun statut. La seule chose qui me restait, c'est me marier avec une Française. Donc, je me suis marié avec une Française. Et j'ai eu tous mes papiers. Quel sentiment vous aviez, l'un pour l'autre? Je pense qu'elle, elle m'aimait. Ouais. Mais elle était très jeune. Je pense, moi, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt parce que j'avais encore des choses dans ma tête qu'il fallait que j'ai réussi, j'avance et tout ça. Bon, il y avait quelque part toujours Carla. Oui. Malgré tout ça, mais il y a même quand j'ai commencé à faire le défilé des modes et tout ça, j'ai connu beaucoup de filles qui travaillaient avec moi et tout ça. Des belles filles. Même je sortais avec elles et tout ça, mais bon, quelque part dans ma tête, il y avait toujours les images de Carla qui traînaient. Mm-hmm. Donc, c'était pas fini. Donc, je commençais comme ça, et puis un jour, j'ai gagné beaucoup d'argent, et puis il n'y a pas mieux qu'à Paris pour faire la fête. Donc, je faisais tout le temps la fête, tout le temps. Et un soir, je dormais, et je vois les images de mes parents. La nuit, je rêve de mes parents. Et j'entends, c'est pas ça ta valeur. Cas de conscience. Le lendemain, je démissionne. Je laisse tout tomber et je rentre, je suis à Montparnasse et je rentre dans un restaurant et puis je demande au patron du restaurant. Tu es toujours avec la personne avec qui tu t'es marié? Ou Non, je suis célibataire, je passais très vite parce que je me suis marié, ça restait 9 mois, on s'est séparés, j'ai ma carte de séjour. Je n'ai pas demandé la nationalité française parce qu'on m'a demandé à l'époque si je voudrais la nationalité française, je refusais parce que je voulais avoir la nationalité française par mes efforts personnels. D'accord. Pas par mariage. Mm-hmm. Ça, je tenais à le faire. Mm-hmm. Donc, je rentre dans ce restaurant, c'est pas à Montparnasse, c'est à Châtelet-Léal, qui s'appelle Pied de Cochon. Qui est très connu, ce restaurant. Je travaille là-bas. Je rentre, je dis, je connais rien du tout. Je travaille et je reste peu de temps là-bas. Donc, mon travail, c'était monter, descendre l'escalier, les plateaux et tout ça. Donc, je n'avais aucun contact avec les clients. Je ne savais rien du tout. Je reste 3 mois. Après, je m'en vais. Je rentre dans un autre restaurant sur Montparnasse, la Coupole. Mm-hmm. Donc, là, je reste aussi très peu. Mais la coupole, ce qui était bien, en bas, il y avait le discothèque à l'époque qu'on appelait. Et je deviens un petit gigolo à la coupole. Je suis un gigolo parisien. Mm-hmm. C'est marrant. Et ça dure. Là aussi, la directrice de Coupole m'appelle et me dit, bon écoute, on est très très content de toi, mais on est obligé de te virer. Je dis, mais non, comment ça, vous dites vous êtes content de moi? Mais dit non, parce que vous êtes en train de draguer tous nos vieilles en bas. Donc je suis gigolo, on me vire. Pour découvrir la suite du témoignage de Djalil, rendez-vous dans le prochain épisode. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser également 5 étoiles sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.